Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Ce soir, bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane. Dans une émission exceptionnellement différée ce soir. Oui, tout à fait. Pour des raisons techniques, nous n'enregistrons pas en direct ce soir. Donc nous serons un petit peu en retard sur l'actualité de Sarajevo. Mais évidemment, cela est rattrapé puisqu'il y a des flashs spéciales tous les matins sur Diagonale à 9h30, rediffusés toute la journée. Voilà, flash spéciaux tous les matins jusqu'à la fin du tournoi. Alors, tournoi de Sarajevo, un tournoi qui a beaucoup d'histoire, d'abord, première chose, un tournoi qui a démarré en 1957. Oui, en fait, là, nous passons à notre première rubrique, donc, qui est l'événement de la semaine. Voilà, donc l'événement de la semaine, évidemment, c'est ce tournoi de Sarajevo, donc comme je disais, qui a démarré en 1957, donc bientôt, plus de 40 ans d'âge. C'est donc un tournoi qui a une grande histoire. Oui, grande histoire, c'est la marque de tous les grands tournois. Tout le monde se rappelle du tournoi d'Hastings, dont les premières éditions étaient dans les années 1920. Ça fait partie des traditions. Et à Sarajevo, donc ville des échecs, puisque tous les Bosniaques sont très très fans du noble jeu, eh bien, ça a commencé en 1957, donc un tournoi évidemment très très vieux également. Alors avec toute une série d'événements qui ont marqué ce tournoi, notamment on peut noter la victoire de Viktor Korchnoi en 1969 et la victoire de Viktor Korchnoi en 1998. Donc à 30 ans de différence, Korchnoi gagne le tournoi. Oui, donc là effectivement c'est une remarque sur Viktor Korchnoi, sur ce grand personnage des échecs, qui depuis 30 ans est sur le haut de l'affiche. Et donc dès 1969, il gagnait ce tournoi de Sarajevo quand c'était encore un Open. Et même quand c'était un tournoi fermé très fort de catégorie 15 en 1998, il le gagnait encore. Alors, donc Viktor Korchnoi est un très grand des échecs. Effectivement, tu parlais de catégorie 15 en 98. La catégorie de ce tournoi n'a cessé d'augmenter depuis 1978. Il était en catégorie 6 à l'époque avec 2368 points de moyenne Elo. Il est aujourd'hui en catégorie 19 avec plus de 2700 points Elo, ce qui en fait un des plus grands tournois du monde. Oui, c'est un des 4 tournois de l'année avec Linares, Vaikanzi et un autre qui dépend en fonction des années, qui dépend du niveau des joueurs. Mais ça fait partie d'un des tournois donc, du Grand Chelem des échecs, on peut appeler ça comme ça. Catégorie donc 19, 2701 de moyenne Elo, c'est une performance pour cette édition 2000 du tournoi Bosna-Sarajevo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tournoi? C'est évidemment la liste des joueurs. Alors, quels sont les joueurs participants? On a une liste de joueurs tout à fait remarquable avec d'abord le numéro 1 mondial, est reconnu depuis plus de 15 ans. Il s'agit de Garry Kasparov. Donc, chaque fois qu'il participe à un tournoi, c'est un événement. Il a déjà joué cette année à Vaikanzi, il a gagné le tournoi. Il a joué à Linares, il a gagné le tournoi. Il joue ici à Sarajevo. Il est encore, bien entendu, gros favori de ce tournoi. Gros favori. Il est avec d'autres joueurs du top 5 mondial, avec Alexei Shirov et Alexander Morozevich, qui est aussi tout près du top 5. On retrouve aussi Michael Adams. Donc on retrouve nos deux vainqueurs des deux tournois Grand Prix du Sénat et Grand Prix de Bordeaux dans ce tournoi Sarajevo. Oui, deux valeurs sûres des échecs mondiaux. Michael Adams, le numéro 1 anglais, connu depuis très longtemps. Sa progression est constante depuis qu'il joue aux échecs. Là, il arrive dans les places d'honneur, dans les meilleures places, et il est aujourd'hui donc capable de remporter un tournoi comme Sarajevo. C'est très bien. Alexei Shirov également, lui par contre est encore une montée en puissance encore plus grande, puisqu'il a battu Vladimir Kramnik en match. C'est un joueur de match, il est très très fort quand c'est un combat 1 contre 1. Maintenant en tournoi, il a encore à faire ses preuves. Ici, il a une occasion supplémentaire. Une occasion supplémentaire, on retrouve Nigel Short, l'anglais, qui aussi revient un petit peu dans les tournois du top niveau. Disons que Nigel Short n'a pas joué depuis très longtemps à un fort tournoi. Là, c'est une occasion pour lui de revenir sur le haut de la scène, mais effectivement, une performance est attendue, puisqu'il ne fait plus partie, il est un peu sorti du cercle des meilleurs mondiaux, et là, il fait office d'outsider dans ce tournoi. Alors, le local de l'épreuve aussi, Ivan Sokolov, alors c'est un joueur bosniaque, qui donc fait office de wildcard dans le tournoi. Oui, les tournois en Bosnie, il y a toujours des joueurs serbes, croates et bosniaques, bien entendu. Ivan Sokolov, c'est le meilleur joueur yougoslave, c'est clair.
avec Predrag Nikolic. C'est les deux plus forts. Ici, ils ont choisi Ivan Sokolov parce que c'est un fan de Sarajevo. Il est bosniaque, il est complètement bosniaque. Bon, il va avoir du mal. C'est un tournoi difficile pour lui, mais il a une certaine expérience du top niveau. Et c'est l'an dernier, je crois, le seul joueur qui a battu Kasparov. C'est le seul joueur à avoir battu Kasparov l'année dernière. Je crois que c'était au tournoi de Viikonsi. Il avait remporté une très belle victoire avec les pièces blanches. Donc il est capable de battre n'importe qui. Mais par contre, son jeu a encore à mûrir dans certaines positions classiques et tranquilles. Il joue des ouvertures un peu étranges, un peu alternatives qu'il connaît bien, mais il n'a pas un style très classique. Et ça peut lui poser des problèmes dans ce genre de tournoi. Alors aussi, on retrouve Evgeny Barayev, Vesselin Topalov, Mikhail Gurevich, Kirill Gorgiev et Sergei Movsesian. Tout un panel de joueurs très forts. Un panel de joueurs très fort, on peut détailler un petit peu. Mikhail Gurevich est l'ancien entraîneur de Kasparov, il habite actuellement en Belgique. Et il a fait un bond dans le classement Elo gigantesque. C'est-à-dire qu'il a été propulsé dans le cercle très étroit des plus de 2007, plus de 2700 points Elo. Mikhail Gurevich, c'est la surprise constante. Il est capable du meilleur comme du pire. Notamment la première partie qu'il a jouée dans ce tournoi, où il a perdu une pièce en 11 coups contre Morozevich. Donc, il a donné une pièce. Il a donné une pièce, enfin il l'a donnée, il l'a perdue. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais par contre, il est capable de remporter des Open. Il a un palmarès très étoffé, très élogieux. C'était le 3e joueur mondial dans les années 90, derrière Karpov et Kasparov. Alors, il y a également Sergei Movsesian, le joueur arménien maintenant converti en tchécoslovaque, qui lui donc, est jeune. C'est sa première expérience dans un tournoi très fort. Ça va être très délicat. Qui avait réussi à être quart de finaliste, je crois, au championnat du monde. C'était une des surprises de Las Vegas 99, du championnat du monde FIDE. Il avait très bien joué, donc c'est probablement un très bon joueur de match. Il doit avoir les nerfs solides, ça peut l'aider. Malheureusement, son niveau de jeu n'est en principe pas à la hauteur pour ce genre de tournoi. Mais bien entendu, des nerfs plus du talent, plus un joueur jeune, ça peut tout changer. Evgeny Barayev aussi. Evgeny Barayev, lui, alors est plus âgé. Il est un peu sorti de ce cercle de très forts joueurs. Bon, il a la formation russe, donc il joue très classique, très fort, très bien. Il est très bien préparé dans les ouvertures, mais il lui manque le génie, le petit coup de peps qui lui permettrait en tout cas d'accéder aux 5 meilleures places mondiales. Evgeny Barayev, une valeur sûre, mais toujours à la recherche d'un exploit. Alors dont on admet qu'il a souvent du génie, c'est Vesselin Topalov qui est présent aussi. Topalov qui avait fait un très bon tournoi de Monaco. Vesselin Topalov, alors lui, effectivement, c'est le feu sur l'échiquier. Il joue toutes ses parties pour le gain. Vesselin Topalov a expliqué un jour qu'il préférait faire 2 sur 11 dans un tournoi que 5 sur 11, du moment qu'il avait gagné 2 parties au lieu de faire 10 nuls. Pour lui, ce qui compte aux échecs, ce n'est pas la défaite ou la nulle, c'est juste la victoire. Ce qui explique qu'il joue toutes ses parties à fond pour le gain, et donc c'est un élément très intéressant, très important. C'est lui qui va faire du spectacle, c'est lui qui va chercher à mettre le feu, et Vesselin Topalov est imprévisible. Il est capable du meilleur comme du pire. Kirill Gorgiev, enfin, donc c'est le bulgare. Kirill Gorgiev est bulgare. Lui, alors c'est surprenant, puisqu'il n'est ni jeune, ni spécialement talentueux, ni très médiatique. C'est un élément surprise dans ce tournoi, c'est un élément totalement surprise. Il a un fond de jeu très fort, c'est clair. Kirill Gorgiev joue très bien. Maintenant, bon, ça marche. Il remporte beaucoup de victoires en Open. Il est très fort contre les joueurs 2500-2600. C'est-à-dire contre les forts grands maîtres. Il a un score écrasant et il est vraiment extrêmement fort contre ces joueurs-là. Alors maintenant, on va voir ce que ça va donner dans un tournoi comme Sarajevo. Alors, et enfin, donc, la surprise pour nous, Français, de ce tournoi, c'est l'invitation d'Étienne Bacrot, la star nationale. Oui, le meilleur pour la fin, notre ami Étienne. Étienne, donc, qui est déjà passé plusieurs fois dans Diagonale. On se rappelle de son match contre Judith Polgar qu'il avait gagné. Oui, qu'on avait retransmis en direct. Qu'on avait retransmis en direct à Bastia. Et qui est donc disponible en différé dans Diagonale. Hein, si vous cherchez dans le passé des émissions, vous pourrez revivre ce match Bacrot-Polgar. Il a récemment fait nul contre Anatoly Karpov 3-3 au Festival des Jeux cette année à Cannes. Donc Étienne Bacrot est en pleine forme, est en superbe forme, et il arrive ici à Sarajevo déterminé. En tout cas, tout le monde l'attend dans cette compétition. C'est la star française, c'est la star hexagonale. Le chouchou de Diagonale, pour ainsi dire, en tout cas pour ce tournoi. Ça va être très dur. Bon, mais Étienne a beaucoup progressé. Alors, c'est vraiment l'inconnu de ce tournoi. Il est très solide, il est très fort. Maintenant, ici, de toute façon, que son résultat soit bon ou mauvais, ça sera sa première expérience. Ça sera une expérience qui lui permettra d'aller plus loin. Qui permettra d'aller plus loin, mais il faut espérer quand même qu'il ne va pas être le pitching ball du tournoi, parce que c'est aussi le risque. Hein. C'est quand même le moins fort de tous les joueurs. C'est clairement le moins expérimenté, ça c'est sûr, puisqu'il est très jeune, c'est le plus jeune joueur du tournoi. Bon, il va falloir qu'il ait les nerfs solides.
Parce qu'effectivement, si on commence par perdre plusieurs parties de suite, ensuite on a beaucoup de mal, puisque tout le monde commence à s'acharner contre le dernier joueur du tournoi, ce qui est normal. Donc en arrivant, déjà, il fait office un peu de punching ball, c'est le cas de le dire, tous les joueurs vont jouer à fond contre lui. Ces résultats des premières rondes ne l'ont pas arrangé malheureusement, puisqu'il a perdu la première contre Garry Kasparov. Enfin, on va revenir sur cette séquence résultats. Mais en tout cas, effectivement, ça serait bien qu'Etienne fasse quelques nuls, arrive à calmer le jeu, arrive un peu à prendre la mesure de ce genre de tournoi. Et dans ce cas-là, il serait capable effectivement de remporter des très belles victoires et de gagner des parties. Donc on peut peut-être parler des résultats, justement, d'hier, puisqu'on est donc aujourd'hui jeudi, cette émission étant différée. Donc les résultats, donc Kirill Georgiev a battu Sergei Movsesian dans une très belle partie avec des fous, une paire de fous contre un fou et cavalier. Oui, donc une belle réalisation technique de Kirill Georgiev qui bat Sergei Movsesian donc, dans cette première ronde. Quoi dire, c'est un bon départ pour Georgiev. Et effectivement, Movsesian qui fait également partie des gros outsiders, des points qu'on a envie de marquer dans ce tournoi, c'est-à-dire qui est la cible de tous ces requins qui sont habitués de ces tournois. Début difficile et donc il va falloir qu'il calme le jeu. Donc finalement Kasparov Bacro 1-0 aussi. Alors là, ça c'était donc c'est la mauvaise surprise à la fois au tirage au sort que Etienne tombe contre Kasparov la première ronde, et c'est la mauvaise surprise au résultat évidemment. C'est la mauvaise surprise à la couleur puisqu'il avait les noirs. C'est la mauvaise surprise parce que c'est la première ronde et donc Etienne n'a pas le temps d'entrer dans le tournoi, n'a pas le temps de se chauffer pour cette rencontre que tout le monde attendait. C'était quand même la grosse affiche en tout cas pour les joueurs français. Bacro-Kasparov, c'est arrivé un petit peu vite. Etienne n'était pas encore très chaud. Il a joué un peu petit bras, mais comme c'est la partie de la semaine, on y reviendra. On y reviendra forcément. Ensuite, Morozevich bat Gourevitch. Alors Gourevitch qui, au 11e coup, donne une pièce. Oui, alors ça c'était la partie incroyable d'hier, enfin de cette première journée du championnat de Sarajevo. Morozevich donc, joue une ouverture totalement classique, un peu surprenante puisqu'il a laissé son roi au centre. Et il commence à attaquer Gourevitch côté droit, vers l'aile roi de Gourevitch. Et là, tout de suite, il joue G5, attaquant le cavalier F6. Et Gourevitch, incroyable, joue cavalier prend pion E4 alors que ça perd une pièce. Alors qu'il aurait pu jouer cavalier E8 et essayer de se défendre. Il préfère donner une pièce. Donc je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Gourevitch à ce moment-là. En tout cas, il a perdu cette partie pour ainsi dire sans jouer, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de revenir dans cette partie. Donc c'était la grosse surprise d'hier. Et là, je vous invite à voir le flash de Diagonale de jeudi matin, puisqu'on a commenté un peu la partie. Vous aurez donc la partie en détail, toujours dans les différentes diagonales. Oui, et enfin, donc, pour les victoires, on va parler des nuls après, Topalov, avec les Noirs, bat Nigel Short, donc très bon résultat de Topalov. Tu disais c'est un joueur qui joue pour le gain. Il démarre très fort le tournoi, parce que gagner sa première partie avec les Noirs, c'est presque lui qui fait le meilleur départ. Clairement. Contre Nigel Short, qui est un joueur confirmé, un joueur très très fort, Veselin Topalov s'impose. Avec les Noirs, c'est pas facile, c'est très difficile. Et ici, donc, très bon départ pour Veselin Topalov. Il va être en confiance. Et il est capable, dans certaines parties, de déstabiliser Kasparov lui-même. Donc tout est possible. Alors ensuite, dans la partie qui opposait nos deux précédents vainqueurs de Grand Prix du Sénat et du Grand Prix de Bordeaux, entre donc Alexei Chirov et Michael Adams, partie nulle. Donc les deux vainqueurs se neutralisent. Oui, partie nulle, ils n'arrivent pas à se départager, mais cependant, Chirov a quand même pris l'initiative dans cette partie. Il a eu un pion de plus, il n'a pas réussi à transformer l'essai. Il a donc dominé Michael Adams dans cette première partie. Mais ça, c'est un peu le point faible de Chirov, je dirais, puisque à Linares, c'était pareil. Il n'arrivait pas à conclure les positions gagnantes. Et ça lui joue des tours. Il faut vraiment qu'il fasse un effort de concentration, d'application, ou simplement de travail de technique, je ne sais pas. Il faut qu'il trouve une solution pour gagner les positions gagnantes, ou en tout cas transformer les essais. Parce que là, il se freine tout seul. Là. Oui, là, il s'arnaque tout seul, pour ainsi dire. Oui. Enfin, donc, dernière nulle, Sokolov contre Barayev, partie nulle, donc une partie tranquille. Partie tranquille, oui. Donc Sokolov a joué assez solide. Bon, Barayev est satisfait par la nulle, donc une nulle très logique. Donc, ce qui nous donne un classement avec donc, 3 paquets de 4 joueurs, donc avec en tête Kasparov, ça y est, qui se détache tout de suite. Et bon, mais Etienne qui maintenant doit surmonter une défaite, ce qui est toujours psychologiquement difficile. Toujours psychologiquement difficile, oui, tout à fait. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, il est en train de souffrir contre son adversaire de la deuxième ronde, qui est donc Kirill Georgiev. Avec les Blancs, il a sacrifié un pion et là, il a une position difficile à tenir. Il y a eu beaucoup de nuls aujourd'hui. Autre partie
Il y a eu également donc Kasparov contre Adams, donc la partie choc. Oui, partie choc et partie intéressante où Kasparov a une qualité de plus, on n'en sait pas plus pour l'instant. Il a réussi à avoir une tour contre une pièce mineure, mais un pion de moins. Oui, alors partie très très surprenante. Honnêtement, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé dans cette partie. Vous verrez ça dans le flash de vendredi matin, si vous revenez encore dans les différés. Là, Kasparov avait l'air complètement gagnant, il avait un pion de plus tranquille. Ensuite, il a pris une qualité, mais ça s'est transformé. Les pions ont été échangés. Bref, une partie qui s'achemine vers la nulle à partir de maintenant. Donc peut-être erreur de Kasparov, ou en tout cas Adams très très tenace. Alors on va venir maintenant tout de suite à notre deuxième rubrique de la journée, avec la partie de la semaine. Partie de la semaine donc entre Kasparov et Bacrot. Voilà, donc cette partie de la semaine donc, entre Kasparov et Bacrot, voilà si on peut mettre l'échiquier en plein écran. Garry Kasparov à les blancs contre Étienne Bacrot. Tout de suite, ça démarre avec le coup E4 et réponse d'Étienne par E5. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors Étienne joue très bien la sicilienne également. E4-5 c'est plus solide et ça fait partie de son répertoire actuel d'ouverture. Sur la sicilienne, il a remporté des victoires brillantes, il joue très très bien cette ouverture. Mais contre Garry Kasparov, jouer E4, C5, il faut quand même du courage, puisqu'on risque quand même de subir une préparation théorique intense, et avec Kasparov, ça sera forcément le cas. Donc Étienne ici préfère jouer sur le terrain du jeu d'échecs tout simplement, et non pas sur le terrain de la préparation. C'est vrai que c'est un choix assez logique, dans la mesure où personne n'a envie d'affronter Kasparov sur la préparation dans les ouvertures. Ou alors c'est du ressort de Kramnik ou Anand. En tout cas, il faut une préparation vraiment du top mondial pour pouvoir jouer la sicilienne contre Garry Kasparov. Donc ici, Étienne Bacrot joue au 4-5. Vous voyez les pions, là c'est symétrique. Ça veut dire que Étienne Bacrot cherche à égaliser. Il ne cherche pas de déséquilibre. Il ne cherche pas à créer une tension, un climat tendu dès le début. Il cherche à calmer le jeu. Ça, c'est clair. Donc après cavalier F3, coup logique. Étienne choisit cavalier C6. Il aurait pu opter pour une défense Petrov qui est peut-être plus annulante. La défense Petrov est plus annulante, mais ne fait pas encore partie du répertoire d'Étienne. Donc il ne faut pas non plus jouer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je pense qu'il a fait un bon choix d'ouverture. De toute façon, il a des très bons entraîneurs qui ont dû lui recommander de jouer cette ouverture avec C6 au deuxième coup. Il fallait trouver un juste milieu entre un terrain qui ne soit pas trop analysé, pas trop théorique, et non plus un terrain que Étienne connaisse. Donc, choix très logique à mon avis. Et là, Garry Kasparov a le choix entre fou B5, coup qu'il affectionne, et le coup D2-D4. Pour l'espagnol, ou alors D2-D4, le coup de la partie, qui est la partie écossaise. La partie écossaise qui a été mise à la mode par Kasparov lui-même, c'est quand même une référence, dans son match contre Karpov. Oui, contre Karpov lui-même. Il avait remporté une belle victoire. Il avait remis au bout du jour un début qui n'avait pas été joué en championnat du monde, je crois, jamais avant Kasparov. Ça n'avait jamais été joué en championnat du monde, oui, incroyable. Donc cette défense écossaise, donc on va dire les idées un peu de l'ouverture. Bon, évidemment, les blancs font quand même deux coups très logiques. E4 et D4, ça prend le centre. C'est très bien. Pourquoi? Parce que il faut toujours bouger ces deux pions pour sortir les fous, tout simplement. Et quand on a sorti le fou F1, jouer le petit roc. Donc ça, c'est l'ouverture en général. Maintenant, le jouer dans cette position, ça n'a pas que des avantages, puisque ça permet aux noirs de gagner du temps. Puisque après, E prend D4, qui est le coup connu et reconnu, cavalier prend D4, les noirs jouent cavalier F6, il y a le choix également avec fou C5, mais en tout cas ici, ils attaquent le pion E4 et donc commencent à gagner du temps. Cavalier prend C6, très logique. Kasparov connaît très bien cette position. C'est le coup théorique. B prend C6, tout à fait normal. Là, E5, coup théorique aussi, on attaque le cavalier. Tout ça, c'est très très théorique. Je vous invite donc à regarder dans les archives la partie Morozevich contre Xion, oui, qui est également cette ouverture-là. Une très vieille émission, hein. C'est une émission qui date d'il y a plus d'1 an. C'est une très très vieille émission. C'était le tournoi de Pampelune de Noël dernier. Donc c'était avant Noël. Oui, c'était avant Noël. Ouais, donc c'est une très vieille émission, mais effectivement vous pouvez la retrouver dans les archives de Diagonale. Donc l'ouverture est analysée très en détail là-bas. Donc on ne va pas non plus refaire les mêmes commentaires. Dame 7, Dame 2. Donc Dame 7, il y a eu un clouage. Dame 2, cavalier D5. Et au 8e coup, les blancs jouent C4. Et là on arrive à l'embranchement. L'embranchement où les noirs ont le choix entre plusieurs possibilités. Donc le cavalier est attaqué. Le pion C4 attaque le cavalier D5. Donc deux possibilités. Soit ce cavalier déménage et va sur la case B6, soit le fou C8 vient sur la case A6 et effectue un clouage. C'est-à-dire qu'il va clouer le pion C4. C'est-à-dire que si le pion prend le cavalier, la dame serait perdue. Donc voilà. C'est pas un coup à faire.
Ça, c'est les deux choix. Karpov avait expérimenté les deux, avait fait un demi-point sur deux, il avait fait une nulle et une perte. Ici, Étienne choisit le coup à la mode théoriquement, c'est-à-dire fou à 6. Pourquoi c'est plus à la mode? Simplement parce que c'est plus logique. Le cavalier en D5 est très bien placé. Et en plus, donc on le défend indirectement, on évite de partir de cette case clé. Et en même temps, on développe une pièce. Très très important. Donc là, le coup B3 qui a pour but à la fois de consolider le pion C4 et aussi de sortir le fou sur la case B2. Oui, l'enjeu de cette position, c'est le pion E5. Est-ce que les blancs vont réussir à conserver ce pion en E5? Ça, c'est tout l'enjeu de cette partie. Les noirs ont sorti 2 pièces de plus que les blancs. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à déstabiliser ce pion de cette case? Alors, donc B3 est très logique, puisque effectivement, ça défend C4, mais ça, c'est un effet annexe. L'idée principale, c'est de mettre le fou C1 en B2 pour commencer à blinder cette case. Ensuite, on a d'autres plans qui seront par exemple sortir le cavalier B1 pour le mettre en D2, puis en F3. Là, ça défendra également notre point critique, qui est ce pion E5. Donc B3, très logique, encore de la théorie, toujours de la théorie. G6, logique également, puisque si les blancs veulent le défendre, les noirs veulent l'attaquer, tout ça c'est très simple. Donc c'est pour mettre le fou sur la case G7 afin d'attaquer le pion E5. Donc comme ça on attaque une fois de plus et il faudra que les blancs défendent. Oui, pour généraliser, effectivement, ce pion en E5, il faut toujours attaquer la pièce ennemie la plus avancée. Donc là, en l'occurrence, c'est le pion E5, ce qui explique pourquoi ce principe. Et là, Kasparov choisit une solution radicale pour défendre son pion, c'est le défendre par un autre pion, ce qui est toujours la solution la plus économique. C'est économique. Bon, alors maintenant, ça a des inconvénients. C'est-à-dire que ça a l'air parfait, le pion E5 est bien défendu. Le revers de la médaille, c'est que ça n'a toujours pas sorti de pièce et que éventuellement ce pion F4 peut être en prise. Donc maintenant, il n'y a plus de fou C1 B2 qui tiennent, puisque le quai D5, évidemment, sauterait sur le pion F4. Donc ça a des inconvénients. Les blancs n'ont toujours pas sorti de pièce quand même. On peut remarquer ça, c'est assez surprenant. Surtout de la part d'un joueur actif comme Kasparov. Et là, Étienne choisit, là encore, il fait un choix. Est-ce qu'il aurait pu jouer fou G6 peut-être dans cette position ou... Alors, éventuellement fou G7. Fou G7, pardon. Peut-être, il me semble que le coup G6, G5 existe, mais je n'en suis pas complètement sûr. Ça aurait fait l'objet d'un débat théorique, c'est à vérifier. Maintenant, bon, probablement, il y a des coups très logiques à envisager. Il y a cavalier D5 en B6, il y a grand roc, il y a D7, D6. Il y a plusieurs coups possibles. Non, D7, D6 n'est pas bon. Mais grand roc, fou G7 ou cavalier B6 sont les 3 coups à envisager. Étienne joue un coup qui m'a un peu surpris. Il joue dame E7 en B4, échec au roi. Donc ça a l'air d'être un bon coup, puisque ça va permettre de sortir le fou F8, probablement aussi sur une case en E7 par exemple, ou en B4. Peut-être en C5, enfin en tout cas, ça pose le problème au blanc, échec. Ça pose le problème échec, effectivement. Après le coup F4, l'idée des noirs de sortir le fou sur la case G7 est un peu passée de mode, puisque le pion E5 est déjà complètement défendu. Donc dame B4 échec, Garry Kasparov joue fou D2, et maintenant la dame trouve un poste assez agréable en B6. Évidemment, un inconvénient, c'est que maintenant le cavalier D5 ne pourra plus y aller. Donc très vite, Garry Kasparov exploite ce phénomène et attaque le cavalier tout simplement en déclouant le pion C4. C'est-à-dire que là, la dame est en prise par le fou A6, si jamais on essaie de prendre le cavalier D5. Donc après le coup dame E4, voilà, ça y est, le cavalier maintenant est réellement en prise, puisque le fou A6 ne taperait plus sur la dame. Mais je pense ici qu'on peut déjà faire plus ou moins un petit bilan, c'est que l'attaque des noirs sur le pion E5 a complètement échoué. Ça, c'est une première remarque. Maintenant, il n'y a plus aucune pièce qui attaque ce pion. Donc déjà, raté. Maintenant, l'autre chose, c'est que les blancs ont commencé à sortir leurs pièces. Donc là, Étienne est obligé de trouver un coup de tactique pour justifier ce qui vient de se passer. Parce que sinon, c'est pas bon, ça aura tout simplement échoué. Oui, parce qu'il n'a pas trop le choix. Là, son cavalier n'a pas de case. On ne voit pas où il peut le mettre. S'il le met sur la case B4, on a l'impression que le coup A2, A3, tout simplement, gagne le cavalier. Exactement. Donc ici, cavalier B4 est impossible, puisqu'il y a A2, A3 qui enferme la pièce, c'est-à-dire qu'il attaque et la pièce n'a pas de case. Cavalier E7, c'est un coup absolument horrible. On n'a pas envie de jouer cavalier E7. Donc Étienne est en train de mettre un peu le feu à la position avec le coup F7, F5, qui permet donc une prise en passant, avec échec. Donc alors voyons un peu ce que donnerait la prise en passant, qui n'a pas été jouée dans la partie. Voilà. Prise en passant en F6, échec au roi avec la dame. Ici, les noirs joueraient le coup roi F7. Oui. Et là, la menace, c'est tour E8. Tour A8 en E8, donc cloue la dame. Donc le cavalier D5 ne peut toujours pas être pris pour cette raison-là. Et ici, les noirs obtiennent une très très grosse activité, puisque tour E8 est inévitable. Et maintenant, le cavalier a trouvé une case maintenant de repli, c'est la case F6. Il va reprendre le pion F6. Il va reprendre le pion F6.
Ou alors, de toute façon, après tour 8, il y aura également la case B4 qui commencera à être disponible pour aller chatouiller le roi blanc en C2. Donc beaucoup de possibilités. Kasparov n'accepte pas ça, d'autant plus que c'est une concession stratégique grave que de donner ce pion au 5. Donc alors, après le coup F5 joué par Étienne, Garry Kasparov replie sa dame et va sur la case F3. Voilà, un coup plus logique. Un coup plus logique. Et ici, Étienne joue dame B6 en D4, toujours sur le même principe qu'il n'a pas envie de déplacer son cahier de D5. Et en plus, donc là, il attaque la tour, qui n'a pas de case. Donc on peut supposer qu'Étienne est toujours dans sa préparation à ce niveau-là. Alors ça a déjà été joué, cette partie est encore théorique jusqu'ici. Donc évidemment, il est très probable que les deux joueurs soient encore dans leur préparation. Bon, ça c'est la magie de la préparation des ouvertures, hein. Tout le monde est surentraîné maintenant, et tout le monde connaît toutes les parties qui sont jouées grâce à l'Internet. Donc c'est très très dur de surprendre dans les ouvertures. Surtout Kasparov. Surtout Kasparov qui est, lui, vraiment très très fort dans ce domaine. Donc le développement de Kasparov, et en même temps il part la menace contre la tour, et c'était quasiment un coup forcé, hein, cavalier C3. Forcé, oui. Cavalier C3. Étienne échange les pièces, cavalier prend, fou prend. Donc il a résolu le problème de son cavalier. Il a résolu le problème de son cavalier. Maintenant, le problème dans cette position, c'est que les blancs, positionnellement, ont une meilleure structure de pions. Vous voyez qu'ils n'ont que 2 paquets de pions. Hein, il y en a un qui est là, avec 3 pions, l'autre avec 4 pions. Ça, c'est des pions qui sont tous liés et qui se tiennent. Alors que pour les noirs, c'est plus délicat. Il y a un pion tout seul en A7, un deuxième bloc en rouge, et un troisième bloc ici. Et le deuxième bloc est en plus des pions doublés, ce qui est toujours difficile à bouger, difficile à mettre en manœuvre. Le gros problème des pions doublés, c'est Nimzowitsch qui l'a dit, ce n'est pas en défense, c'est en attaque. C'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire, ils sont inexploitables en attaque. En défense, c'est bien, ils contrôlent beaucoup de cases, ça va. En attaque, c'est pas bon du tout. Alors là, donc il y a un gros problème pour Étienne, c'est-à-dire qu'il a réussi à échanger des pièces, à simplifier la position. Malheureusement, il est quand même resté avec tous les soucis de cette ouverture, notamment le pion E5 qui est très très fort dans cette position. Donc il joue un joli coup maintenant, enfin, qui est esthétique en tout cas, le coup fou B4, puisqu'il y a un double clouage maintenant qui s'instaure. Oui, c'est le célèbre double clouage, alors c'est un très joli thème, puisque vous voyez que le fou B4 est en prise et la dame D4 aussi. Oui. Donc le fou C3 est susceptible de prendre les 2 pièces. Malheureusement, il ne peut en prendre aucune des deux, puisque s'il prend la dame, c'est le roi qui se retrouve en prise. Donc c'est interdit. Donc c'est pas bon. Donc la dame n'est pas vraiment en prise en fait. Et s'il prend le fou, c'est la tour qui se retrouve en prise. Ouais, et avec échec. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Voilà. Les pièces clouantes sont à prendre, mais les pièces clouées sont plus importantes que les pièces clouantes. C'est pas clair, mais c'est en gros pour exposer un peu ce qui se passe dans cette position, c'est que le fou C3 est attaqué et ne peut pas bouger. Donc ça pose un petit problème à Garry Kasparov, qui doit donc défendre ce fou C3. Il a tout prévu, donc il joue tour C1 tranquillement, et ça y est, il défend son fou. Et maintenant, il menace de faire le coup fou prend fou B4, puisque maintenant sa tour n'est plus attaquée. Voilà, donc tour C1 attaque et défend à la fois. C'est très bien. Fou prend C3, Étienne échange encore des pièces. Tour prend C3. Donc là, bilan, il faut s'arrêter. Bon, il ne fallait pas jouer dame prend C3 dans cette position. On va y revenir au 16e coup des noirs. Sur dame prend C3, donc au 17e coup blanc, c'est une faute, puisqu'après dame prend dame, tour prend. Les noirs jouent le coup libérateur C6, C5, suivi de fou A6 en B7. Et là, il n'y aura plus de problème absolument pour tenir cette finale. Donc Garry Kasparov, en ce moment, le nouvel enjeu de la position, maintenant que Garry Kasparov a réussi à prendre cette case E5, à stabiliser son pion sur cette case. Il veut empêcher les noirs de jouer le coup C6, C5 qui donnerait une belle diagonale au fou noir qui pour l'instant est emmuré par les pions blancs. Le fou noir n'est pas très bien placé, effectivement. Le coup libérateur pour les noirs dans cette position, c'est C6, C5. Donc évidemment, Garry Kasparov joue tour prend C3, puisque le pion C6 ne peut pas avancer à cause de ce clouage mortel, donc la tour A8 est en prise. Et maintenant, Étienne choisit le grand roc. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir à ce niveau-là le petit roc plutôt? C'est deux coups possibles. En principe, alors là, je pense qu'il a dû suivre un principe général pour jouer grand roc. Il faut amener le roi du côté où les pions sont le plus faibles. Alors là, clairement, c'est la zone ici qu'on va pointer en rouge. Ces 4 pions là, rouges, sont assez faibles. Donc il faut amener le roi du côté où les pions sont faibles. D'autant plus que sur le petit roc, il y aurait des possibilités d'attaque pour Garry Kasparov, simplement en envoyant le bélier H2, H4, H5, qui ouvrirait la colonne de la tour H1, ici. Donc Garry Kasparov aurait eu des moyens d'attaquer le roi d'Étienne. Donc là, non seulement il va du côté de ses faiblesses, mais en plus il va du côté où il a son fou qui est là pour le défendre, le fou en A6. Donc grand roc est plus logique que petit roc. Et c'est là que Garry trouve un superbe coup. Vraiment une conception magnifique. Donc là, il bloque, il va empêcher le coup libérateur des noirs en fait en jouant le coup au 18e coup, le coup C5, mais qui permet quand même au fou noir de s'échanger contre le fou F1. Oui, alors ça c'est le revers de la médaille. Bon, maintenant,
Effectivement, après ce coup C4, C5, il a empêché radicalement les noirs Donc au 18e de coup, jouer hein. C6, C5. Au 18e coup. Ça, c'est le coup clé. C'est vraiment le coup, donc si on a suivi la partie en direct sur Internet, c'est le coup qui a échappé un peu à toute la population. Il y avait 200 personnes présentes sur le chat de cette partie. Et donc, personne n'avait vraiment envisagé C5 ou personne n'avait vraiment mesuré le poids de ce coup. Il y avait des grands maîtres, il y avait des maîtres, il y avait beaucoup de monde. Et ça, là, c'est vraiment la patte d'un grand champion, puisque C4, C5, je pense que c'est vraiment le coup qui stabilise l'avantage des Blancs et qui fait que les Noirs, maintenant, sont cantonnés à une défense passive. En plus, la réaction d'Étienne a été catastrophique, tout simplement. Oui, donc Étienne joue le coup maintenant, 18e coup, fou B7. Et alors là, on peut se demander s'il n'aurait pas mieux fait de prendre le fou F1, parce que ce fou en B7, maintenant que le coup C6, C5 n'est pas possible, on voit pourquoi c'était intéressant de le jouer, c'est que ce fou n'a aucun avenir. Voilà, alors c'est très curieux quand même de la part d'Étienne de ramener son fou A6 en B7 alors que maintenant les perspectives de jouer lui-même C6, C5 sont complètement arrêtées, n'existent plus. Donc dans cette position, on va y revenir, au 18e coup, évidemment le coup critique c'était fou prend fou. Fou prend fou, donc qui serait suivi par tour prend fou. Et ici, bon, dans cette finale, on peut toujours espérer tenir avec les Noirs, simplement pour une raison très simple, c'est que les Blancs vont être obligés d'échanger la dame noire. Elle est trop forte en D4, donc ça va être une finale de tour. Et dans la finale de tour, le roi en C8 va défendre les pions du côté gauche de l'échiquier, donc de l'aile roi des Noirs maintenant. Et ça aurait pu tenir. Maintenant, avec le fou en B7, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que justement, les Blancs jouent avec un fou de plus. Tout simplement, ils ont un gros pion ici, les Noirs. On peut considérer ce fou comme étant un gros pion. Il n'a aucune activité, il ne pourra plus jamais revenir sur la case A6. Et là, il ne passera pas. Ouais. Donc, fou B7, grosse faute positionnelle et très très surprenante de la part d'Étienne, qui est quand même un joueur très talentueux au niveau positionnel. Donc, je n'arrive pas à expliquer ça, mais c'est vrai que je me suis jamais non plus retrouvé en face de Garry Kasparov. Et d'après les analyses post-mortem, semble-t-il, des deux joueurs, le coup fou prend F1 ne présageait rien de bon non plus. Les Noirs étaient quand même étouffés par ce coup C4, C5. Et les Blancs avaient les Blancs aussi avaient un plan possible qui était à base de tour F2 et tour D2 pour chasser la dame et qui pouvait s'avérer aussi dangereux. Alors effectivement, je n'étais pas informé par ces analyses post-mortem qui éclairent un peu tout. Cependant, fou pour F1 était quand même préférable, ne serait-ce que pour alléger un peu la tension. Et simplement. En tout cas, on va voir qu'effectivement, ça. Ouais, alors c'est là que ça se transforme en leçon de technique, je crois. Voilà, leçon de technique maintenant de Garry Kasparov. Il a tous les avantages de la position et il joue avec un fou, virtuellement un fou de plus. Virtuellement fou de plus, et il échange les dames. Donc voilà, il n'a pas le temps de faire cette manœuvre tour F1, F2, D2, manœuvre qui aurait chassé la dame. Simplement, ici, il dit d'accord, maintenant je suis prêt pour l'échange des dames. Donc cette dame en D4 m'ennuie, je vais proposer l'échange. Donc dame prend dame, accepté par Étienne, tour prend E3. Et là, il faut se libérer avec les Noirs. On ne peut pas tolérer cette formation complètement aberrante de pions ici, le pion D7 arriéré. Tout ça, c'est pas bon. Donc Étienne tente le libérateur D7, D6. Et là, Garry, impérial, lui dit « Eh bien, bon, tu attaques mon pion C5, mais je m'en fous complètement. Ouais. Je joue 21 fou C4. » Et maintenant, c'est là qu'on voit... C'est là qu'on voit que le coup pion prend C5 serait sanctionné par une structure de pion désastreuse. Et je pense en plus que ça serait sanctionné par un gain immédiat de qualité, simplement après l'avancée du pion E. Donc c'est une variante... voilà, non, ce n'est pas ça. Le coup E7, E6, E5, E6, je m'y perds. Suivi de E7, dans cette position, enfin peut-être. Enfin en tout cas, c'est E6 suivi de Roi F2 ou Roi E2. Ici, il y aurait eu des belles perspectives pour les Blancs, avec un pion passé ici qui n'est pas bloqué. Et ce qu'on voit, c'est que positionnellement, ça, ce n'est pas une position raisonnable. Oui, tout à fait. C'est des pions qui sont amenés de toute façon à mourir tôt ou tard. Oui. Donc après fou C4, Étienne ne veut pas jouer ce D prend C5 catastrophique, puisque tous les pions seraient bloqués et triplés, donc c'est pas très joli. Il joue Roi D7, amenant le roi en jeu. Et là, Garry... Donc essayant de colmater un peu les brèches. Oui, mais là, c'est là trop tard, puisque Garry est déjà prêt à ouvrir un nouveau front. C'est-à-dire que là, il a déjà pris tous les avantages, le fou B7 est hors jeu. C'est le moment d'ouvrir la position de l'autre côté. Et là, Garry, il va tranquille. H2, H4. Et en plus, il met ses pions sur la couleur opposée à celle de son fou, ce qui est toujours une bonne chose. Ça, c'est discutable. Mais effectivement, en principe général, c'est surtout valable en principe dans les finales de fou.
quand il n'y a plus de tour, là, il faut impérativement faire une complémentarité entre le fou et les pions. Quand c'est avec encore des tours, si le fou noir, par exemple, était sur la case E4, on ne serait pas mécontent d'avoir un pion en F5. Mais là, effectivement, dans ce cas-là, le fou noir n'a plus aucune chance de revenir. Le coup H2, H4 est très agressif et en plus met un pion sur case noire, donc fait une complémentarité avec le fou. Et Étienne, ici, craque. Il craque. Il craque. Il n'y a pas d'autre explication. Au 22e coup, il joue D6, D5, se fermant les dernières possibilités qu'il avait d'ouvrir le jeu. Donc Garry Kasparov se replie, fou D3 et H5. C'est-à-dire qu'il craque dans le sens où il va maintenant se cantonner à une défense passive. Là, dans cette position, il a fermé tous les fronts. On voit que le fou de Garry Kasparov ne peut plus attaquer directement les pions d'Étienne, qui sont dans la structure anti-fou, la structure dite anti-fou, avec les pions qui se tiennent comme ça. Très logique. Donc là, le fou de Garry Kasparov est neutralisé. Cependant, il n'y a plus aucune perspective pour Étienne Bacrot dans cette position. Son pion G6. Donc là, il faut voir comment. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment Garry Kasparov arrive à transformer cet avantage d'espace et de structure en gain, parce que là, c'est de la technique. C'est de la technique à l'état pur, quoi. C'est de la technique à l'état pur. La position est probablement gagnante ici. Mais effectivement, il faut trouver le plan et ensuite les coups. Oui. Oui, oui. Il faut trouver les idées. Donc ce n'est pas si simple. Donc je pense qu'on peut détailler le plan pour voir ensuite la réalisation technique. C'est que le roi de E1 va monter vers la case D4. Ça, c'est une certitude. Oui, parce qu'il sera beaucoup plus actif. Il sera actif, il sera prêt, il sera au centre, il est dominant, il est rayonnant. Donc c'est là qu'il faut l'amener. Il va probablement mettre une tour en G3 et essayer de mettre l'autre tour pour attaquer le pion A7. C'est-à-dire qu'en fait, là, bon, voilà, ça fait un peu fouillis sur l'écran, mais en gros, il va mettre le roi au centre et mettre les tours sur les colonnes où ça attaquera les deux pions, les deux cibles qu'on va mettre en rouge maintenant, qui sont les pions A7 et G6. Ça, c'est les deux cibles. Donc il va pilonner toutes ces cibles et à la fin, comme il a plus d'espace et plus de mobilité, il va tourner dans les deux sens, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, normalement, si tout se passe bien pour les blancs, eh bien, Étienne ne pourra pas tourner aussi vite puisqu'il a moins de place, moins d'espace de manœuvre. Donc ça, c'est le plan général. En fait, il va comme au ping-pong, quoi. Oui, c'est ça. Il va le décaler, gauche-droite, et à un moment, il fera un contre-pied, et ça sera terminé. Tour G3, tour H6, coup assez horrible, mais probablement le seul dans cette position. B4. Donc là, il fixe, Garry Kasparov fixe le pion en A7. Il veut éviter qu'Étienne puisse jouer A7, A5. Ça, c'est un remarquable geste technique. Est-ce que Étienne ne pourrait pas quand même jouer le coup A7, A5 tout de suite, sacrifiant ce pion pour activer sa tour? Oui, c'est une possibilité intéressante. Oui, tout à fait. Je n'avais pas envisagé que ça soit possible. Effectivement, peut-être qu'Étienne avait une carte à jouer ici, avec le coup A7, A5. Hein, peut-être c'est une possibilité, parce que si le... Alors, je ne sais pas ce que peuvent faire les blancs, parce que peut-être tout simplement jouer à 2 à 3, ils ne sont peut-être pas obligés de prendre un A5. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est une victoire complète pour les noirs, puisqu'on échangerait le pion A7 qui était faible contre le pion A2 qui était très bien. Et puis on va activer la tour. Et en plus, on va jouer tour A8 tout de suite après. Ouais. Et sur pion prend pion, on joue tour A8 quand même, et ça a l'air de s'activer. Donc ici, peut-être, effectivement, voilà, tu me prends au dépourvu. Peut-être une possibilité. Une possibilité peut-être de défense pour Étienne, mais c'est difficile quand on est dans ce genre de position hyper passive de commencer à jouer un coup réactif. Mais peut-être tout simplement la tour ne peut pas s'activer facilement parce que les blancs vont pilonner sur la case G6 et il va falloir les deux tours pour protéger ce pion. Oui, bah, tu as dit la solution d'ailleurs, c'est que dans la position précédente, voilà, sur le coup A5, il y aurait probablement tour prend G6. À un moment ou à un autre, qui gagne tout de suite toute la maison. Donc là, Garry Kasparov fait une menace directe, en fait. Menace tour prend G6. Non, alors j'ai l'impression que je suis en train de m'enfoncer. Non, pas tout à fait. Je suis en train de m'enfoncer. Non, mais peut-être, en fait, c'est peut-être pas une libération possible pour les Noirs, parce que s'ils activent leur tour à gauche, ils n'auront pas les moyens après de se défendre à droite. Oui, ça c'est une possibilité. En tout cas, A5 était possible, semble... C'est un coup raisonnable. Qui n'est pas inintéressant, absolument. Roi E6, joué par Garry. Joué par Étienne. Roi D2, maintenant c'est Garry Kasparov. Donc là, Étienne joue tour A8, on a l'impression qu'il veut jouer la possibilité, après tour A8, 26e coup, la possibilité de jouer A7, A5. Là, donc c'est un peu dans l'idée de ce qu'on disait, il aurait peut-être pu le faire au coup précédent. Mais là, il y a un coup, voilà, il y a tour B1. Il y a tour B1. Donc sur A7, A5, puis on prend A5, attaque le fou B7. Attaque le fou B7 et effectivement après fou A6, donc la variante pour ceux qui suivent un petit peu, fou prend A6, tour B8, activité, je ne sais pas, effectivement A5 est encore à l'ordre du jour de toute façon. Il ne faut pas mépriser ce coup, mais Étienne continue à jouer extrêmement passif.
Alors peut-être qu'il s'est dit tout simplement, eh bien Gary vient me chercher, j'ai pas besoin de jouer à 5, je n'ai besoin de rien dans cette position, je vais défendre toutes mes faiblesses. Le coup à 5 était une possibilité pour Étienne, en tout cas. Le coup à 5 était une possibilité, oui. Alors ici, Garry Kasparov joue tour B3, va commencer à attaquer le pion A6. Étienne n'a plus trop de coups, joue roi F7. Tour A3, très logique. Donc ça y est, Garry Kasparov est en train de fixer les pièces noires. Donc là, c'est une vraie démonstration, puisque maintenant que tout est fixe, voilà, tour H8, il a réussi à libérer sa tour. Tour G5, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est le genre de coup... Tour G5, ça peut être... Alors moi, je connais un peu peut-être l'idée. C'est dans certaines variantes, si la tour H8 s'en va, de jouer le coup G2, G4. Oui. Avec, si les noirs prennent, on peut jouer H4, H5, ou alors F4, F5, et on ramassera tous les pions au final. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est une des idées possibles. C'est une des idées possibles de tour G5. L'autre idée étant de pouvoir amener l'autre tour sur la case G3 pour doubler les tours. Donc un maximum de souplesse. Garry ne se dépêche pas d'amener son roi de D2 en D4. Il prend tout son temps, on peut le dire. Tour H6, Étienne revient, donc là c'est malheureux. Roi C3, tour B8, tour A5, donc là Garry l'empêche complètement de bouger et menace maintenant fou point A6, ce qui n'était pas possible avant à cause de tour A8 retour avec clouage. Donc ici tour A8 semble forcé. Roi D4. Ça y est, il a activé son roi comme on l'avait dit tout à l'heure, il a amené son roi vers le centre. Si vous voyez la transformation entre cette position et celle qu'on avait quelques coups plus tôt, c'est tout à fait incroyable ce que Garry a amélioré sa position. Tour H, H8, fou C2, voilà, alors là libérant le passage pour passer soit comme ça, c'est-à-dire chaque tour peut venir aider l'autre. Donc là c'est vraiment une leçon. C'est un coulisse, il coulisse là. Oui, il est extrêmement mobile dans cette position. Tour AB8. C'est-à-dire que les noirs, on voit bien que les noirs sont un peu impuissants, ils attendent de voir ce que vont faire les blancs. Fou D3, Garry Kasparov revient, donc logiquement Étienne aussi. Et maintenant Garry Kasparov change, c'est-à-dire qu'il il est très calme dans cette position, il peut jouer un peu ce qu'il veut. Donc là il a répété une fois la position, oui. En fait, mais finalement il choisit de mettre son fou sur la case E2 plutôt que C2, il a trouvé une idée. Il a trouvé une idée, alors ici, donc, les pièces d'Étienne sont fixées à la défense du pion A6. Tour HB8, voilà, Étienne se dit je vais peut-être réagir, je vais peut-être jouer un coup comme fou C8. C'est possible, il s'est peut-être dit ça. Mais tour A3, donc là, la menace, effectivement, c'est de revenir sur cette case G3 pour ramasser le pion G6. Et si on prend le pion G6, tous les autres pions tombent puisqu'ils sont faibles, oui. Isolés et en plus sous la couleur du fou ennemi. Voilà, c'est exactement ça. Donc Étienne continue dans son esprit de défense passive, tour H8. Garry Kasparov joue tour AG3. Donc la menace, clairement, tour prend G6. Tour prend G6, c'est la menace. Tour H8, et maintenant, le final. Les blancs jouent et gagnent. Les blancs jouent et gagnent, donc prenez quelques secondes, regardez tranquillement cette position, et voyez si vous arriveriez à conclure cette partie aussi bien que l'a fait Garry Kasparov. On va compter jusqu'à 5. 5. Voilà, donc ici, 39e coup, superbe combinette. Fou prend H5. Fou prend H5, et alors là, Étienne Bacrot abandonne tout de suite, parce que là, le pion G6 va tomber si on ne reprend pas le fou. Et si on prend le fou, qu'est-ce qui se passe? Alors, deux possibilités pour reprendre le fou. Il y a tour prend H5 et pion prend H5. Et les deux sont perdantes. Alors, commençons par le coup tour prend H5. Voilà. C'est une possibilité, mais alors là, il y a un coup très fort dans cette position. C'est le coup E5, E6, échec. Roi F8 est forcé, et maintenant E6, E7. Et on force les noirs à prendre ce pion qui devenait trop dangereux, et maintenant on fait tour prend tour. Et là, c'est terminé. On a gagné une qualité tranquille, et le fou noir est toujours en plus dans un sale état. Donc ça, c'est clairement gagnant. Donc ici, tour prend H5 n'est pas un bon coup. L'autre possibilité, c'est G prend H5. Et la même idée. Et là, on refait la même idée, c'est-à-dire le coup E6 dans cette position, E6 échec. Là, pas vraiment de choix pour les noirs, il faut jouer un mauvais coup. Roi F8 par exemple. F8. On continue avec E7 échec, on fait diversion, deux possibilités. Si le roi vient en F7, on va prendre toutes les tours et faire dame. Et si le roi prend le pion E7, comme on voit ici, hop, on prend simplement tour prend tour. Et on a gagné une qualité, encore une fois, avec une position écrasante. Oui, puisque le fou restera en B7 et donc va se faire manger par cette simple manœuvre de tour qui va ramasser toute la baraque. Donc, fou prend H5, la combinaison finale. On va revenir sur cette position finale, qui est donc vraiment une démonstration technique époustouflante de Garry Kasparov. Vraiment très très bien joué de la part de Kasparov. Oui, très belle réalisation. Voilà, on va passer maintenant, donc, après cette brillante analyse de cette partie donc, de Kasparov contre Étienne Bacrot, à la troisième rubrique avec donc l'actualité de la semaine.
Voilà, l'actualité de la semaine. Alors d'abord, une nouvelle qui peut être intéressante, c'est que le prochain championnat du monde d'échecs aura lieu, d'après le dernier congrès de la FIDE, à la fois en Inde et en Iran. C'est surprenant. C'est surprenant, mais politiquement, ces pays semblent assez isolés, notamment l'Iran. Oui, surtout l'Iran. Ouais. Surtout l'Iran. Donc, Kirsan Iljuminov, toujours à la recherche d'un site pour organiser son championnat du monde, enfin d'un site physique, je dirais, d'un site terrain, a, semble-t-il, trouvé l'Iran qui serait prêt à organiser le championnat du monde, qui est confirmé. Donc, il paraît que l'argent est à la banque, les fameux 3 millions de dollars de prix pour les joueurs d'échecs, pour les 100 meilleurs joueurs du monde, qui vont se partager la cagnotte en fonction de leurs résultats. C'est toujours le système élimination directe. Et il semblerait que donc, le championnat soit confirmé pour cette année en Iran. Et donc à des dates qui sont en fin d'année, je crois. En fin d'année. Donc on verra ça. Ensuite, deuxième information donc intéressante, c'est qu'il y a un mémorial de Leonid Stein, qui était un grand joueur, qui se déroule donc actuellement, avec la présence de grands joueurs, dont Vassili Ivanchuk, dont on avait parlé lors du tournoi de Monaco, un des meilleurs joueurs du monde encore une fois, qui est en tête. Oui, Vassili Ivanchuk, toujours en quête de parties longues, qui est très très fort, qui n'aime pas les spins rapides parce qu'il trouve que son jeu devient imparfait. Donc c'est l'artiste du jeu d'échecs, Ivanchuk, c'est la classe, c'est celui qui veut toujours jouer les meilleurs coups. Et là, il est servi, et d'ailleurs, il est en pleine forme. C'est un peu le fou des échecs aussi. On peut dire ça, oui. C'est le prophète du jeu d'échecs. Il a fait une belle partie contre Korchnoi, c'est ça ? Il a fait une belle partie, il a battu Victor Korchnoi à la 5e ronde, très belle partie. Et donc ça l'a propulsé en tête du classement, seul détaché, avec 4 points sur 5, ce qui est évidemment un score fleuve. Donc ça, c'était pour le Leonid Stein Tournament. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le tournoi de New York. Alors, tournoi de New York avec donc victoire de Smirin. Victoire de l'Israélien Ilya Smirin qui domine le tournoi, qui gagne ses 3 dernières rondes. Donc dans un tournoi open, c'est très important de gagner les dernières parties. Ici, il a simplement battu tout le monde à la fin, le Russe Galkin à la dernière ronde, ce qui l'a propulsé avec 7,5 sur 9 à la première place tout seul. Il a empoché au passage le premier prix du tournoi, donc qui est de 14 000 $. Le dollar étant à 7,50 francs, ça fait une belle enveloppe pour un bon grand maître. Ça fait 100 000 francs, c'est pas mal. Ça fait 100 000 francs. Tout à fait. Donc bravo à Ilya Smirin. On se rappelle que l'année dernière, ça avait été trusté par un trio arménien qui avait pris les 3 premières places. Akopian, je crois. Akopian, Elpoutian et Anastasian, ou Minassian. Minassian, ouais. Enfin, 3 parmi 4, en tout cas, étaient aux 3 premières places. Donc l'Open de New York attire toujours les forts grands maîtres. Et alors on peut noter donc qu'il y avait la présence de Français, notamment, et de Christian Bauer, qui fait un très bon résultat, parce que sur la flopée de grands maîtres, qui avait plus de 200 joueurs titrés, je crois, donc il réussit à une 13e place remarquable. Il y avait 61 grands maîtres, il est 13e en battant le russe Vladimir Epichin, 2657 si je ne me trompe pas, à la dernière ronde. Donc très très belle victoire de dernière ronde de Christian Bauer, qui le met donc à la 13e place, qui est une bonne performance compte tenu des 61 grands maîtres du tournoi, c'est pas mal. Donc Christian Bauer devient une valeur sûre des échecs français. Je pense maintenant que il est entré dans le top 5 français. Je vais vous donner mon avis sur le joueur français au passage, c'est une parenthèse. Je pense qu'il y a Joël Lautier et Étienne Bacrot en 2 premières places. Et ensuite, ils sont 3. Il y a Christian Bauer, Laurent Fraissinet et peut-être Igor Nataf, qu'on ne voit pas assez souvent en France, mais qui joue très bien et qui était également à New York. Donc Igor Laurent Nataf, Fraissinet qui est dans le top 5 junior mondial. Au classement intermédiaire de la FIDE, il est 5e junior mondial, donc il est propulsé avec 2512 points Elo. Donc il grimpe derrière Étienne Bacrot quand même. Hein. Il me semble qu'il a 2517. Oui, effectivement, Laurent Fraissinet est très très prometteur. Alors, rappelons la différence entre ces deux joueurs. Étienne Bacrot a bénéficié d'entraîneurs très jeunes, très tôt, très vite. Laurent Fraissinet est autodidacte, puisque jusqu'à 14 ans, il n'a pas eu d'entraîneur. Il a simplement lu des livres et des revues. Donc Laurent Fraissinet, gros talent, effectivement. Il est moins fort qu'Étienne Bacrot et il a 1 an de plus. Mais sa marge de progression est encore considérable, puisque donc, tous les espoirs sont permis, comme il n'a jamais bénéficié de structure ni d'aide particulière. Oui, il peut encore, avec peut-être un peu d'aide, arriver à grimper beaucoup plus haut. Oui, tout à fait. Donc Igor Nataf à New York termine à la 46e place. Ça ne reflète pas son tournoi, puisqu'il était en tête tout le tournoi. Enfin en tête, il était dans les bonnes places tout le tournoi. Igor Nataf, qui j'espère on aura l'occasion de le voir rapidement à Diagonale dans une émission future. En tout cas, tournoi de New York, Ilya Smirin premier, Christian Bauer pas mal 13e, Igor Nataf s'écroule sur la fin 46e. 46e. Alors on arrive après, on va parler du championnat de Hollande qui se déroule actuellement, non pas parce qu'il est intéressant en soi, mais surtout parce qu'il y a une curiosité, c'est qu'il y a un ordinateur qui joue le championnat de Hollande actuellement.
Oui, tout à fait. Alors que, bon, en l'occurrence, l'ordinateur est Fritz, qui n'est pas hollandais, mais plutôt allemand. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que c'est une aberration. Il y a une polémique qui est lancée là-dessus, puisque ça leur a apporté beaucoup de publicité. Ils ont fait la une du Daily Telegraph, par exemple. Donc, beaucoup de publicité, mais finalement, un ordinateur dans un championnat national, ça ne ressemble à rien, tout simplement. Puisque, alors, par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ce n'est pas forcément l'ordinateur qui gagne. Effectivement, d'ailleurs, l'ordinateur ne gagne pas. Il a gagné une très très belle partie contre, je ne me rappelle plus de son nom, il a gagné une très belle partie brillante avec les Noirs en 23 coups contre Van den Dol, contre Erik Van den Dol, le jeune Hollandais. Mais par contre, s'est fait ramasser, mais proprement ramasser par Loïc Van Vely, dans une miniature terrifiante, où l'ordinateur, donc là, vous avez vu la partie Bacrot-Kasparov, et bien là, c'était bien pire. C'était bien pire puisque l'ordinateur n'a rien fait. Il a joué tour A8, A7, suivi de tour A7, A8, n'a strictement conçu aucun plan, pendant que les Blancs ont positionnellement avancé toute leur armée vers le roi noir. Et ça donc a pris 25 coups. Le concepteur du programme, donc, qui était manipulateur, commençait à s'arracher les cheveux en voyant les coups générés par son propre programme. Et effectivement, donc, l'ordinateur a encore certaines lacunes positionnelles à combler. Donc en tout cas, ça prouve que une conception humaine peut encore aujourd'hui dépasser celle de l'ordinateur. Oui, là c'est le grand débat que tout le monde connaît. Est-ce que si on arrive à calculer une quantité gigantesque de coups, ça nous permettra de jouer des coups, disons, si on arrive à tous les calculer, c'est sûr. Si on arrive à calculer jusqu'au bout, mais on sait que pour calculer jusqu'au bout, il faudrait une puissance de calcul qu'aujourd'hui on n'a pas. Qu'on est probablement assez loin d'avoir, hein, mais bon. En tout cas, Fritz, ici, n'est clairement pas le plus fort joueur du tournoi, si on peut appeler ça un joueur. Puisque je crois qu'il pointe en milieu de tableau supérieur probablement un petit peu, mais bon, donc Loïc Van Vely est en tête et ça me paraît tout à fait logique compte tenu du fait que c'est clairement l'espoir national hollandais, espoir en tout cas pour la couronne mondiale puisqu'il a 2650, il a joué beaucoup de tournois avec Kasparov. C'est le meilleur joueur, c'est le joueur en forme, c'est le jeune et talentueux hollandais. Il y a Piquet qui est très fort aussi. Ah oui, j'avais oublié Jeroen Piquet. Donc autant pour moi, Jeroen Piquet également est très fort. Il a battu Kasparov récemment. Donc il y a Jan Timman également. Donc la Hollande, non pas l'autre pays du fromage, mais l'autre pays des échecs, puisqu'ils ont généré beaucoup de talent. Voilà, je crois qu'on a fini avec les informations, je crois, importantes de la semaine. Alors, la semaine prochaine, on fait évidemment une diagonale spéciale Sarajevo avec un invité de marque. Un invité de marque, un invité qui n'est pas bosniaque, mais qui est français. Il s'agit du président de la Fédération française d'échecs, Jean-Claude Loubatière, qui viendra donc spécialement pour annoncer le national, le fameux championnat de France, qui aura lieu à Vichy cet été, fin d'août. Et qui nous donnera évidemment un avis éclairé sur la fédération bosniaque, sur la FIDE et sur tout ce que ça implique, donc tout ce que connaît le président de la fédération. Et sur le résultat du tournoi, le parcours d'Étienne Bacrot aussi, qui doit suivre de près évidemment. Bien entendu, donc de toute façon, ça sera une émission encore spéciale Sarajevo, puisque c'est l'actualité du moment. L'événement sera toujours Sarajevo, la partie sera de Sarajevo, et avec donc en trame de fond Jean-Claude Loubatière, donc notre président fédéral, qui joue très bien aux échecs puisqu'il a un classement de 2200 points Elo, ce qui est remarquable. Oui, ce qui est un très bon classement, c'est en tout cas plus fort que le mien. Voilà, donc on va arrêter là cette émission, je crois, ça suffira. Hein, et on va se donner rendez-vous donc la semaine prochaine pour un spécial Sarajevo. En attendant, évidemment, tous les jours à 9h30, suivez, alors soit à 9h30, soit après-midi, donc les spéciales flash diagonales qu'on fait le matin à 9h30. Donc vous pouvez suivre donc soit en direct à 9h30, soit après-midi en différé, ou tous les jours, donc nous commentons les parties de Sarajevo, sauf le week-end. Donc exceptionnellement, pas de flash ce week-end, mais dès lundi, vous aurez un compte-rendu sur tout le week-end, et ensuite on enchaînera avec une semaine complète de Sarajevo. Voilà, à la semaine prochaine.